Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire hebdomadaire sur la fiscalité de la cession du portefeuille. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec Jennifer, qui est juriste fiscaliste à la Fédération et qui, du coup, va, pendant cette heure, vous donner toutes les clés sur la fiscalité de la cession du portefeuille. Avant de commencer, on voulait vous poser quelques questions. Donc, vous allez voir s'afficher sur votre écran un petit sondage qui va vous demander, donc on va vous demander deux choses. La première, c'est à savoir quel est votre mode d'exercice. Donc, voilà, je le lance en direct. Donc, vous avez les possibilités de réponse, entreprise individuelle à responsabilité limitée, société à responsabilité limitée, société en participation. Autre, je vous invite à répondre. On vous laisse quelques secondes pour procéder, ce qui orientera le discours de Jennifer après. Ça monte, ça continue de répondre. Encore un petit peu. Beaucoup d'entreprises individuelles, pour la plupart. On va juste attendre encore, s'arrêter là. Et la deuxième question qu'on souhaitait également vous poser, c'est quel est votre régime d'imposition? Donc là aussi, on vous invite à répondre. Donc, impôt sur les sociétés, impôt sur les revenus au titre des bénéfices non commerciaux, impôt sur les revenus au titre des traitements et salaires et autres. Continue encore de répondre. Beaucoup sont en impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux. On va fermer. Donc, ce qu'on constate, c'est que tu as pu voir les résultats, Jennifer, en direct? Oui. Généralement, c'est entreprise individuelle soumis à l'impôt sur le revenu au titre des BNC. Bon, c'est assez classique, hein, ça ne m'étonne pas trop. Ça marche. Donc, je vais te laisser la parole pendant 1 heure. N'hésitez pas, vous avez un petit onglet questions sur le côté sur lequel vous pouvez nous poser vos questions. On n'est pas que toutes les deux aujourd'hui avec Jennifer, puisque pour répondre aux questions, on est accompagné par Aurélie Lebihan, qui est juriste métier à la Fédération. Même si ce ne sont pas, enfin, on ne parlera pas en tous les cas des différents mandats et autres, elle est là en tous les cas et pourra vous accompagner. Et on a Céline Baudusseau qui est elle aussi fiscaliste avec Jennifer et qui tâchera de répondre à vos questions via le module de questions. Donc, on les remercie et je te laisse la parole, Jennifer, pour commencer ce webinaire. Merci Aurélie. Donc, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux à ce webinaire sur la fiscalité de la cession du portefeuille. Donc, ça va vraiment être le thème principal aujourd'hui. On va vraiment évoquer surtout la fiscalité. On parlera un petit peu aussi certains aspects juridiques, mais Aurélie Lebihan, donc juriste métier, qui est également présente au niveau des questions, pourra éventuellement vous répondre si vous en avez, ou par la suite, si c'est un peu plus, si vous avez besoin de beaucoup plus de précision. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet sur donc la fiscalité de la cession du portefeuille. Alors, déjà, quand même, parlons du contexte. Vous êtes proche d'un départ à la retraite ou vous souhaitez cesser votre activité pour X raisons. Dans ce cas-là, effectivement, vous allez vous interroger sur la question de comment est-ce que je vais cesser mon activité, comment je vais transmettre
mon portefeuille et à quelle fiscalité je vais être imposée. C'est souvent un petit peu les principales problématiques parce qu'effectivement, vous avez deux grands modes de transmission qui sont donc soit la compagnie va me verser une indemnité compensatrice parce que je n'aurai pas de repreneur et que je vais lui revendre les droits de créance donc, que je détenais sur le portefeuille. Donc, elle va me verser en contrepartie une indemnité compensatrice. Ou alors, je vais effectuer une cession de gré à gré à un autre agent pour lui vendre mon portefeuille ou à d'autres agents au pluriel. Hein. Vous pouvez céder à plusieurs agents. Ça, c'est les deux cas classiques quand on est en entreprise individuelle en nom propre, soumis à l'impôt sur le revenu, vous soyez dans la catégorie BNC ou dans la catégorie traitement et salaire. Quand vous êtes en société de capitaux type SARL, là, vous avez quelques petites différences où vous n'allez pas céder le portefeuille. Alors, si la SARL pourrait céder le portefeuille, mais généralement, la SARL conserve le portefeuille. Et en revanche, c'est vous qui cédez vos parts sociales, soit à des associés déjà en place ou à un tiers. Mais ça, on en discutera en troisième partie. Donc, j'ai vu effectivement que la majorité des personnes qui assistent à ce webinaire sont soumises à l'impôt sur le revenu, exercent en entreprise individuelle en nom propre. C'est assez courant. C'est la majorité des cas. On a quand même des agents qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés, alors que ce soit par le biais d'une EIRL, d'une EURL ou d'une SARL. Dans les deux cas, on va évoquer les conséquences d'une cession de portefeuille. Donc, on verra tous ces points en détail avec les différents régimes d'exonération relatifs à la plus-value. Et donc, c'est vrai que, bon, on va pas se mentir, généralement, ce qui intéresse ces agents, c'est les impôts qu'ils vont devoir payer au fisc. Donc, tout d'abord, on va évoquer l'imposition classique des plus-values professionnelles. C'est-à-dire que donc, vous êtes un agent à l'IR, vous avez acquis votre portefeuille à un instant T, vous le revendez, alors que ça soit en direct, en gré à gré, à un autre agent ou en percevant une indemnité compensatrice. Donc, ce delta, cette différence entre montant de lycée ou montant de cession de gré à gré, moins le prix d'acquisition du portefeuille, cette différence, cela constitue votre plus-value. D'accord? Donc, cette plus-value, généralement, elle est à long terme, d'où l'abréviation LT. Pourquoi? Parce que les plus-values professionnelles à long terme, ce sont des plus-values de plus de 2 ans. Donc, généralement, les agents ont exercé depuis plus de 2 ans et donc génèrent des plus-values professionnelles à long terme. Donc, cette différence montant d'IC, montant de cession de gré à gré, moins prix d'acquisition du portefeuille, cette différence, c'est la plus-value qui va être soumise sans aucun régime d'exonération, hein, si on n'est pas dans ce cadre-là, à la flat tax à 30%. Dans ces 30%, vous avez l'impôt sur le revenu, qui est un taux forfaitaire dans ce cas-là de 12,8%, plus des prélèvements sociaux au taux de 17,2%, ce qui nous fait un total de 30%, comme vous le comprendrez. Alors, la plus-value, petite précision, vous pouvez aussi être dans un cas de figure où vous avez acquis plusieurs portefeuilles tout au long de votre activité. Et là, dans ce cas-là, effectivement, pour calculer la plus-value, on va prendre le montant de lycée ou le montant de cession de gré à gré, moins les prix d'acquisition. Vous allez calculer votre plus-value en tenant compte, bien évidemment, de tous ces achats successifs de portefeuille pour justement diminuer votre plus-value. Parce que, bien évidemment, sinon, votre plus-value va être plus importante. Par contre, pour les agents qui ont acquis leur portefeuille en francs, malheureusement, on ne tient pas compte de l'inflation. Donc, quand vous cesserez votre activité,
il faudra faire tout bêtement le montant d'IC ou le montant de cession de gré à gré, moins le prix d'acquisition du portefeuille que vous avez acquis en francs. Il faudra donc le convertir en euros, mais sans tenir compte de l'inflation. Pour les agents soumis à l'impôt sur les sociétés, donc ça peut être effectivement les agents qui sont en EIRL, en EURL, en SARL, ces plus-values-là, donc c'est le même principe, hein, on a acquis un portefeuille à un instant T, on le revend à un autre moment. Cette plus-value qui a été générée durant l'activité à l'IS, normalement, quand on est sur un cas classique, sans être dans le cas d'une cession de part sociale, etc., mais dans un cas de uniquement cession de portefeuille ou de perception d'IC par la SARL, cette plus-value va être intégrée dans les résultats de la société ou de l'EIRL, parce que l'EIRL n'est pas une société à proprement en parler, et ça va être soumis, cette plus-value, au taux de l'IS. Alors, je vous rappelle, le taux de l'impôt sur les sociétés, actuellement, il est de 15%. C'est un taux réduit de 15% jusqu'à 38 120 € de bénéfices et de 28% pour la partie du bénéfice qui est supérieure à 38 120 €. Sachant que ce taux tend quand même à diminuer à 25% d'ici 2022, si je ne me trompe pas. Maintenant, c'est possible que ça soit repoussé vu les configurations actuelles, mais bon, s'il n'y a pas d'écho là-dessus, mais normalement, ça devrait tendre dans tous les cas à diminuer. Donc voilà, donc là, vous avez une vision globale de l'imposition de votre plus-value, que vous soyez un agent à l'IR ou un agent à l'IS. Mais ça, c'est vraiment le cas où vous n'avez droit à aucun régime d'exonération, et on va voir les différents cas, bien évidemment, où vous y avez le droit. Petit aparté, donc, pour les agents... Oui. Je me permets parce que j'ai des questions indirectes. J'ai des agents qui n'ont pas acquis de portefeuille, mais qui l'ont constitué de même au fur et à mesure. Ça va être une plus-value totale. Bien évidemment, si vous n'avez pas acquis de portefeuille, que vous avez créé votre portefeuille, bah votre prix d'acquisition, il est de 0. Donc, bien évidemment, le montant de l'IC, le montant de la cession va constituer votre plus-value, soumise justement à cette taxation. C'est pour ça aussi que c'est souvent plus avantageux d'essayer de rentrer dans un cas d'exonération. Malheureusement, on peut se retrouver dans des cas, et ça on le verra, où on n'a pas d'autre choix que de payer l'impôt parce qu'on n'est pas du tout dans les cas d'exonération qui existent. Il n'y en a pas non plus énormément, mais c'est toujours mieux d'essayer d'optimiser. C'est vrai que généralement, il y a des agents qui créent leur portefeuille, je pense aux agents A2P. Donc, dans ces cas-là, malheureusement, oui, c'est une plus-value totale. Donc, il faudra vraiment anticiper, et c'est aussi l'un des buts de ce webinaire, c'est vraiment que vous ayez une vision de cette fiscalité, même si vous retenez peut-être pas tout, mais le but, c'est de se dire, bon, je veux céder mon portefeuille, alors soit à la compagnie, soit à un agent, qu'est-ce que je dois privilégier? Est-ce que c'est un agent? Et dans ces cas-là, il faut que j'anticipe, parce que ça, on le verra, mais si vous devez céder à un agent, il faudra l'accord de la compagnie. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça, que ce soit que vous soyez un agent à l'IR ou un agent à l'IS. De toute façon, il faudra que vous ayez l'accord de la compagnie, l'agrément de la compagnie pour justement pouvoir céder votre portefeuille à tel agent. Donc, il vaut mieux anticiper, et souvent, c'est généralement 2 ans en amont. Pour rien de vous cacher, c'est sûr que si vous optez pour l'indemnité compensatrice, ça peut être moindre. Mais on verra qu'il y a quand même des cas où c'est quand même relativement beaucoup plus intéressant de céder son portefeuille ou ses parts sociales à un autre agent en direct. D'accord? Alors, on y reviendra après, mais vous pouvez être aussi dans un cas de figure où vous avez été un agent à l'IR, vous êtes passé à l'IS pour X raisons, hein, soit vous êtes passé en EIRL à l'IS ou en SARL parce que vous êtes associé. Et là, dans ce cas-là, il peut y avoir deux plus-values. C'est-à-dire que vous avez généré une plus-value durant votre activité à l'IR,
qui généralement est mis en report d'imposition, et vous êtes en train de générer une plus-value durant votre activité à l'IS. Et là, dans ce cadre-là, vous aurez donc 2 plus-values qui vont être imposées possiblement différemment. Donc, il faut vraiment se dire, si je suis dans ce cas de figure-là, il faut que je distingue les 2 plus-values. Il faut que je regarde pour chaque plus-value si je respecte telle et telle condition de chaque régime d'exonération qu'on va voir par la suite. C'est pas je suis à l'IS, j'étais à l'IR avant, j'ai une plus-value globale qui va être considérée comme étant soumise au régime des agents qui sont à l'IS. Non, c'est vraiment 2 plus-values différentes, bien qu'on parle de plus-value professionnelle, mais il faut vraiment scinder les deux. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on va d'abord commencer par les différents régimes d'exonération qui existent pour les agents soumis à l'impôt sur le revenu. Ce sont des agents qui sont en entreprise individuelle en nom propre, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, donc des BNC, ou qui ont opté pour le régime des traitements et salaires, qui peuvent être aussi donc en société en participation, qui sont l'un des associés de cette société, mais qui exercent en entreprise individuelle en nom propre. Parce qu'au sein d'une société en participation, on peut à la fois avoir des associés qui exercent en nom propre en entreprise individuelle, comme des agents qui sont en EIRL à l'IS. C'est tout à fait possible qu'il y ait justement une mixité entre des agents à l'IR et des agents à l'IS. Bon, après, vous avez certains experts comptables qui ont peur ou qui ne connaissent pas trop, donc qui vont peut-être vous dire non, c'est pas possible, ou enfin bon, faut pas leur en vouloir non plus parce que c'est vrai que c'est assez particulier. Mais voilà, vous pouvez être dans ce cas de figure aussi. Quand je parle de régime d'exonération pour l'agent LIR, c'est pas que l'agent qui est en entreprise individuelle en nom propre et qui n'est pas associé. Il peut être associé dans une SEP. Parce que si demain, vous cessez votre activité, vous êtes en société en participation, vous avez conservé votre mandat, vous avez conservé votre portefeuille parce qu'une société en participation n'a pas de personnalité morale. Et donc, c'est à vous que revient, par exemple, le versement de l'indemnité compensatrice par rapport à l'achat de votre portefeuille. Et dans ces cas-là, c'est à vous que reviendra de payer l'impôt et ce ne sera pas à la société en participation. Et ensuite, nous verrons donc les différents régimes d'exonération pour les agents qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Alors, tout d'abord, donc concernant les agents soumis à l'impôt sur le revenu, vous avez soit, effectivement, ce que j'évoquais en préambule, la possibilité donc de percevoir ce qu'on appelle une indemnité compensatrice, qui est en fait une indemnité de fin de mandat. Donc cette indemnité, généralement, c'est la compagnie qui va la calculer, qui va vous faire une simulation de son montant. Elle va la calculer par rapport à vos commissions et va appliquer des coefficients qui sont indiqués dans votre mandat. Donc, si vous voulez avoir une idée, regardez un petit peu les coefficients qui sont indiqués dans votre mandat d'agent. Nous, on ne fait pas le calcul de ces indemnités. On ne peut pas le faire. Par contre, éventuellement, on peut vérifier que les bons coefficients qui sont indiqués dans votre mandat ont bien été appliqués. Mais c'est tout ce qu'on peut éventuellement sur lesquels on peut vous aider. Donc, la compagnie, vous n'avez pas de repreneur, vous n'avez pas d'agent à qui vous pouvez céder votre portefeuille. La compagnie n'a pas non plus quelqu'un peut-être sous la main qui pourrait éventuellement correspondre ou qu'elle pourrait vous suggérer. Donc, dans ces cas-là, vous n'avez pas d'autre possibilité que de percevoir que la compagnie vous verse une indemnité compensatrice qui en fait compense, à proprement parler, l'abandon des droits de créance que vous détenez sur le portefeuille. Donc, de ce versement d'IC peut donc résulter une plus-value. Donc, ça va être le montant de l'IC moins le prix d'acquisition du portefeuille. De là, comme je l'ai dit juste avant,
Si vous n'avez pas de régime d'exonération, vous payez la flat tax à 30% sur la plus-value. Le montant de la plus-value multiplié par 30% vous donne l'imposition. Toutefois, vous avez deux régimes d'exonération qui peut éventuellement s'appliquer. C'est le régime d'exonération pour départ en retraite, qui est prévu donc à l'article 151 septies grand A, paragraphe 5 du CGI. Le paragraphe 5 a toute son importance. Et le régime d'exonération pour les petites entreprises, qui est prévu à l'article 151 septies du CGI. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le régime de départ en retraite, prévu, donc, comme je vous l'ai dit à cet article-là, qu'est-ce qui vous permet, ce régime-là? Il vous permet une exonération de l'IR au taux forfaitaire de 12,8%. Rappelez-vous, dans l'imposition globale, vous avez une imposition donc à 30%, et dans ces 30%, vous avez 12,8% qui sont prévus pour l'impôt sur le revenu et 17,2% qui sont prévus pour les prélèvements sociaux, ce qu'on appelle en fait la CSG-CRDS. Donc, ce régime de départ en retraite vous exonère de ces 12,8%, mais vous restez soumis aux 17,2%. Bon, c'est comme ça, on ne peut pas y échapper. Quand on perçoit une IC et qu'on part à la retraite, on aura au moins à minima l'imposition de cette plus-value au taux de 17,2. Et en plus de cela, vous n'aurez pas que ces prélèvements sociaux à payer sur la plus-value, mais vous aurez également ce qu'on appelle une taxe exceptionnelle. Cette taxe, elle, ne se calcule que par rapport au montant de l'IC. Donc, elle ne se calcule pas par rapport à la plus-value. Alors, j'ai vu qu'il y a une petite question. Cette exonération est-elle plafonnée en montant? Non. Peu importe le montant de la plus-value, peu importe le montant de l'IC. Il n'y a pas de plafonnement. Et j'ai une autre question. Je crois qu'il existait l'exonération Sarkozy. L'exonération Sarkozy, on va y venir après, mais c'est uniquement en gré à gré. Je vous dirai pourquoi c'est uniquement en gré à gré tout à l'heure. Donc, exonération d'IR. Jennifer, on te demande si elle est, on te demande si cette exonération est plafonnée en montant. Oui, oui, j'ai répondu à l'instant. J'ai dit que non, c'était pas plafonné. On pouvait bénéficier de cette exonération, peu importe le montant glissé, peu importe le montant de la plus-value. Ce qui est plutôt pas mal quand même. Donc voilà, je crois. De toute façon, on gardera un petit temps de questions à la fin, donc ne t'inquiète pas pour les questions. Voilà. Pour l'instant, le support, on y envoyé de toute façon. On enverra le support et puis de toute façon, on pourra répondre à vos questions, même par mail. Questions. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, il y a quand même, on va répondre à beaucoup de questions. Donc n'anticipez pas le régime Sarkozy, on va en parler, on va parler de beaucoup de choses. Donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, là, régime départ en retraite, IC, exonération d'IR, imposition de la plus-value à 17,2 et malheureusement paiement d'une taxe exceptionnelle qui va se calculer sur le montant de l'IC. Alors cette taxe, elle se calcule de manière proportionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une IC de 365 000 €, les premiers 23 000 € ne sont pas taxés. La fraction entre 23 000 et 107 000, c'est taxé à 2%. Donc, vous avez en fait 84 000 € qui est taxé à 2%. Ensuite, la fraction entre 107 000 et 200 000 €, c'est taxé à 0,60. Donc là, dans mon exemple, on va prendre 93 000. Et ce qui restera au lieu de 200 000 €, donc dans mon exemple, il va rester 165 000 € qui vont être taxés à 2,60%. Donc, il faut quand même en tenir compte parce que, voilà, vous avez, outre la CSG-CRDS, vous avez quand même cette taxe exceptionnelle à payer qui se calcule sur le montant de lycée. Donc, plus le montant de lycée est important,
malheureusement, plus le montant de la taxe exceptionnelle est importante, hein. Même si votre plus-value peut-être pas très élevée parce que vous avez acquis votre portefeuille à un coût assez élevé et vous le revendez à un coût un peu plus élevé, mais pas tant que ça. De toute façon, votre taxe exceptionnelle, elle va se calculer sur le montant de lycée. Alors, on va voir les conditions pour bénéficier de ce régime d'exonération. Vous devez avoir exercé une activité, cette activité d'agent pendant au moins 5 ans. Généralement, c'est souvent le cas. Vous devez faire valoir vos droits à la retraite dans l'année qui suit la date de votre cessation d'activité. Par exemple, vous cessez votre activité au 31 décembre 2020, au plus tard au 31 décembre 2021, il faut que vous ayez liquidé au moins votre retraite de base, la CAVAMAC RBL. Vous pouvez éventuellement conserver la CAVAMAC RCO, mais la CAVAMAC RBL doit être au moins liquidée. Vous devez cesser toute activité dans l'entreprise. Bon, après, c'est un peu logique. Toutefois, vous avez certains cas où vous pouvez peut-être accompagner votre successeur au sein de votre agence, mais dans tous les cas, il ne faudra pas que ça dépasse 1 an et il faudra que ça soit à titre bénévole ou de consultant tuteur. Enfin, il y a des cas bien particuliers. Il faudra aussi respecter le principe du cumul emploi-retraite. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Vous devez également vous assurer, oui et non, mais c'est vrai que c'est quand même mieux quand vous cessez votre activité d'être plus ou moins certain que votre portefeuille agent va être revendu par la compagnie à un ou plusieurs agents, parce que justement, c'est une des conditions et malheureusement, c'est comme ça. Pour le moment, on n'a pas d'autre choix. Il faut que quand vous cessez votre activité, dans l'année qui suit, il faut au moins qu'il y ait un ou plusieurs agents qui reprennent, enfin qui rachètent le portefeuille à la compagnie. Peu importe que ça soit une SARL, que ça soit un agent en nom propre, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, il faudra absolument respecter ce délai d'1 an. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi je cesse mon activité, je ne sais pas trop ce que la compagnie va faire derrière. Oui, mais il faudra quand même savoir un petit peu ce qu'elle va faire derrière parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de ce régime d'exonération. Je sais que c'est un peu une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, mais avant, dites-vous que c'était encore plus restrictif. Il y a des agents qui sont allés devant le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Avant, il fallait qu'il y ait un seul agent et pas deux qui reprennent votre portefeuille dans les mêmes locaux et que ça soit un agent qui exerce en entreprise individuelle. Donc, c'était très restrictif. Et c'est pour ça qu'il y a quand même eu pas mal d'agents, enfin 2 agents notamment, qui sont allés devant les tribunaux et qui ont réussi à avoir gain de cause. Par contre, ce délai d'1 an, ils n'ont pas pu le supprimer, mais en tout cas, c'est beaucoup plus large. Il peut y avoir plusieurs agents qui reprennent votre portefeuille et peu importe le mode d'exercice, ce qui est plutôt intéressant. Alors, donc ça, c'était le régime d'exonération pour départ en retraite. Là, on va voir ce qu'on appelle le régime des petites entreprises. Alors, il n'y a pas beaucoup d'agents qui peuvent bénéficier de ce régime-là. Pourquoi? Parce qu'il faut, pour pouvoir en bénéficier, que votre chiffre d'affaires, grosso modo, ne dépasse pas 126 000 €. Alors, votre chiffre d'affaires pour une agence, on va parler des commissionnements bruts. Hein, donc, ça va être vos commissions et puis également la participation de la compagnie à la CAVAMAC RCO. Généralement, vous dépassez les 126 000 €. Maintenant, il y a des cas où j'ai eu quelques cas comme ça où il y a eu des agents qui étaient à moins de 126 000 €, même à moins de 90 000 €. Dans ces cas-là, il y a une exonération totale d'imposition. Pas d'IR, pas de prélèvements sociaux. Il faut vraiment que votre chiffre d'affaires, et en plus de ça, c'est la moyenne des 2 derniers chiffres d'affaires qui ne doit pas dépasser 90 000 €. Et si votre chiffre d'affaires est compris entre 90 000 € et 126 000 €, enfin cette moyenne, vous avez une exonération partielle et dégressive. C'est-à-dire que plus vous allez vous rapprocher de 90 000 €, plus vous aurez droit à cette exonération presque totale, et plus vous allez être proche de 126 000 € de chiffre d'affaires, plus vous allez devoir payer l'impôt. Par contre, vous avez un chiffre d'affaires au-delà de 126 000 €, là, vous ne pouvez pas en bénéficier. Alors, généralement, les agents ne peuvent pas en bénéficier par rapport à leur portefeuille agent. Parfois, vous avez
vous êtes dans le cas de figure où vous êtes un agent, vous êtes en entreprise individuelle en nom propre à l'IR, vous déclarez vos commissions d'agent dans la catégorie BNC et vous avez également, à côté de ça, du courtage accessoire, mais qui est déclaré en BIC, en bénéfices industriels et commerciaux. Si c'est le cas, et uniquement si c'est le cas, vous pouvez bénéficier, alors si vous respectez les seuils, hein, bien évidemment, de ce régime des petites entreprises, mais uniquement par rapport à votre courtage. Hein, parce que si votre portefeuille agent, enfin les commissions relatives à votre portefeuille agent dépassent les seuils de ce chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas bénéficier de ce régime-là par rapport à votre portefeuille agent. Par contre, si vous respectez ces seuils par rapport à votre activité de courtage, vous pourrez bénéficier de ce régime-là. Mais il faut vraiment que vous soyez entrepreneur individuel en nom propre à l'IR et que vous ayez déclaré vos commissions d'agent en BNC et vos commissions de courtage en BIC. Si vous avez fait une déclaration pour l'intégralité dans une déclaration BNC, vous ne pourrez pas en bénéficier. Il faut vraiment qu'il y ait deux déclarations différentes, hein, parce que ça s'applique que s'ils considèrent qu'il y a deux activités distinctes. On avait pas mal de questions, Jennifer, par rapport à ça, par rapport à l'activité de courtage accessoire, comment on l'intègre dans la cessation en fait. D'accord. Comment on l'intègre dans la cessation? Enfin, dans la session, est-ce que c'est en même temps? Comment ça se fait en fait? Ah bah, de toute façon, oui. Quand vous cessez votre activité d'agent, il faut que vous ayez cédé votre portefeuille agent, alors que ce soit dans le cas d'une cession de gré à gré ou suite à une perception d'IC. Par contre, votre courtage, lui, vous ne pouvez pas percevoir une IC. Ça sera uniquement une cession de gré à gré. Donc, vous devrez trouver un repreneur à qui céder ce courtage, mais attention, généralement, votre mandat, et ça, faut le vérifier dans votre mandat, il faudra généralement céder votre courtage à l'agent qui va reprendre votre portefeuille agent. C'est souvent ce qui est indiqué dans le mandat, ou du moins le proposer en priorité à cet agent qui reprend votre portefeuille agent. Ce qui est un petit peu logique aussi, parce que parfois vous avez des clients qui à la fois sont sur votre portefeuille agent et sur votre portefeuille de courtage. Donc, bien garder son mandat d'agent, vérifier ce qui est indiqué en cas de cessation d'activité relativement par rapport au courtage. Est-ce que je dois céder ou pas en priorité à l'agent qui reprend mon portefeuille agent? Maintenant, c'est une proposition. Et le courtage est librement négociable. Le montant de cession du courtage est librement négociable avec le repreneur. Donc, si malheureusement le repreneur ne veut pas du courtage pour X raisons, une fois que vous lui aurez proposé, en bonne et due forme, et qu'il n'en veut pas, vous serez libre de le proposer à un autre agent. Mais bien vérifier dans votre mandat ce qui est indiqué à ce niveau-là. Alors, nous allons voir les régimes d'exonération prévus en cas de cession de gré à gré. Il en existe 3. Le régime d'exonération pour départ en retraite. Alors là, c'est également 151 septies grand A, mais ce n'est pas le paragraphe 5, hein, ça va être le régime, je dirais, général. Le régime d'exonération dit Sarkozy, qui est le 238 quindecies. Et enfin, le régime des petites entreprises. Parce que finalement, on va retrouver certains régimes qui vont être plus ou moins identiques justement au régime d'exonération pour l'agent qui a perçu une indemnité compensatrice. Alors, le régime d'exonération pour départ en retraite. C'est la même chose qu'en cas de perception d'IC, donc montant de cession moins prix d'acquisition du portefeuille, ou pas de prix d'acquisition, vous l'avez créé, donc c'est une plus-value totale. Cette plus-value-là va bénéficier d'une exonération d'IR, donc vous n'aurez pas, donc c'est 12,8% à payer sur votre plus-value, mais vous n'aurez que les prélèvements sociaux à payer donc sur la plus-value, donc le taux de 17,2%. Bon, là-dessus, ça ne change pas, hein, finalement. Il n'y a pas de changement par rapport à l'IC. En revanche, vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas de taxe exceptionnelle à payer. Effectivement, quand vous êtes en gré à gré, vous n'avez que les prélèvements sociaux à payer sur votre plus-value. D'accord? Donc, il n'y a pas de taxe exceptionnelle à payer sur le montant de cession.
c'est plutôt pas mal. Par contre, on va y venir après, le repreneur avec qui vous allez faire une cession de gré à gré, un acte de cession de gré à gré, cet acte de cession doit être enregistré aux impôts. Et ça va malheureusement avoir un coût d'enregistrement, ce qu'on appelle des droits d'enregistrement. Et donc, ces droits d'enregistrement, généralement, ils sont supportés par le repreneur. On va y venir après. On va avoir un exemple avec le montant des taux qui sont appliqués aux droits d'enregistrement. Mais voilà, dites-vous que en IC, vous avez les prélèvements sociaux sur votre plus-value avec la taxe exceptionnelle sur le montant de l'IC. En gré à gré, vous n'avez que la CGCRDS sur votre plus-value et pas de taxe exceptionnelle, mais il y a quand même des droits d'enregistrement pour votre repreneur. Donc, bon, le repreneur, il peut très bien préférer racheter justement le portefeuille à la compagnie parce qu'il n'aura pas de droit d'enregistrement dans ce cas-là. Mais bon, vous verrez par la suite que ça peut être intéressant quand même de négocier avec lui pour avoir droit à certains régimes d'exonération. Donc, concernant le régime de départ en retraite, on a vu l'implication en termes d'imposition. Les conditions pour en bénéficier. Il faut que votre activité ait été exercée pendant au moins 5 ans. Bon, là, c'est logique. Il faut que vous fassiez valoir vos droits à la retraite. Donc, il faut au moins que vous ayez liquidé votre retraite de base, la CAVAMAC RBL. Mais bon, ça, c'est comme comme en cas d'IC. Par contre, vous avez 2 ans pour le faire. Donc, c'est un peu plus long. Ce n'est pas 1 an, vous avez 2 ans. Par exemple, vous cessez votre activité au 31 décembre 2020. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2022 pour liquider votre retraite de base, ce qui peut être un peu plus confortable. Et cesser toute activité dans l'entreprise que vous cédez. À noter que, en cas de départ en retraite, vous avez la possibilité de faire des cessions échelonnées de votre portefeuille et uniquement dans le cadre d'un départ en retraite. Ce n'est pas possible avec le régime Sarkozy. Si, par exemple, vous prévoyez de cesser votre activité, on va dire le 31 décembre 2022, il faut que pendant un laps de temps de 2 ans, vous ayez cédé en une fois ou plusieurs fois votre portefeuille, d'accord? Vous ayez cessé votre activité d'agent et vous ayez également liquidé votre retraite de base. Donc, j'ai l'intention de cesser mon activité au 31 décembre 2022. Je commence à partir du 31 décembre 2020 pour éventuellement faire des sessions échelonnées. Ça peut être intéressant quand on souhaite qu'un agent reprenne le portefeuille. On est en association, par exemple en SEP, on cède au fur et à mesure son portefeuille aux autres associés. Et là, dans ce cas-là, il faudra qu'au plus tard, au 31 décembre 2022, vous ayez donc cessé votre activité et liquidé au moins votre retraite de base. Si vous liquidez votre retraite de base qu'au 1er janvier 2023, vous devez commencer vos sessions au 1er janvier 2021, dans mon exemple. C'est important, hein. Ce délai de 2 ans est important et ce n'est pas 2 ans et 1 jour. Le régime Sarkozy, ce qui intéresse quand même beaucoup d'agents, le régime Sarkozy n'est possible qu'en cas de gré à gré. Vous n'avez pas la possibilité d'en bénéficier quand vous percevez une indemnité compensatrice. Pourquoi? Parce que, alors c'est prévu certes dans la doctrine administrative, hein, dans des instructions fiscales, mais également il y a eu de la jurisprudence, que ce soit la Cour d'appel, le Conseil d'État, ce n'est pas possible. N'appliquez pas le régime Sarkozy quand vous percevez une indemnité compensatrice. Vous allez vous faire retoquer systématiquement par l'administration fiscale. Le régime Sarkozy n'est possible qu'en cas de gré à gré. Et encore, vous ne pouvez en bénéficier que si vous cédez de gré à gré, votre portefeuille agent a pas plus de 3 agents. Parce que l'esprit de la loi Sarkozy, c'est de transmettre une universalité de l'entreprise. Donc, si vous le scindez en 5, 6, 10 fois, vous allez vous faire retoquer également. On a eu des cas où à partir de, je crois que c'était 5, alors je ne sais pas pour 4, mais on s'est dit on va être plutôt précautionneux et on va s'arrêter à 3. Donc à partir de 5, les agents se sont fait retoquer parce qu'ils considéraient justement que l'entreprise était complètement redispatchée à droite et à gauche. Il n'y avait plus cette transmission universelle. Donc à 2 ou 3 agents, ça passe, mais pas plus. Alors idéalement, si vous pouvez céder votre portefeuille à un agent, là c'est l'idéal, hein. Vous êtes sûr que vous n'allez pas bénéficier du régime Sarkozy,
Mais voilà, attention à ça. Le régime Sarkozy, il vous permet une exonération soit totale, soit partielle de l'IR. Et pareil pour les prélèvements sociaux. Plus précisément, alors je vais un petit peu plus vite parce que le temps passe, mine de rien. Au besoin, on verra pour les questions juste après. Les conditions requises, donc pour bénéficier de ce régime-là, vous devez céder la totalité de votre entreprise individuelle. Donc votre portefeuille agent, votre portefeuille de courtage, votre mobilier, votre matériel, enfin, il faut vraiment qu'il y ait une transmission de votre entreprise ou une branche complète d'activité autonome. Ce qu'on appelle une branche complète d'activité autonome, c'est je suis un agent, j'ai 2 agences, mais complètement autonomes. Hein, il y a des codes agences pour chaque agence. J'ai un personnel qui est dédié à chaque agence. J'ai du mobilier, du matériel. Voilà, j'ai vraiment une organisation autonome pour chaque agence. Et là, dans ce cas-là, le régime Sarkozy peut être appliqué à chaque agence. Et donc, dans ces cas-là, vous pourrez bénéficier à chaque fois de cette exonération pour chaque plus-value qui va ressortir de chaque agence cédée. C'est totalement possible. L'activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Bon, ça, c'est toujours pareil. Et là, attention, pour pouvoir bénéficier de ce régime-là, il ne faut pas dépasser 500 000 euros. Plus précisément, quand vous ne dépassez pas 300 000 euros de montant de cession global, donc quand je dis montant de cession global, ce n'est pas que le portefeuille agence, c'est comme je vous l'ai dit, c'est le portefeuille agent, le portefeuille courtage, tout ce que vous cédez, donc le montant global de cession ne doit pas dépasser 300 000 euros. Et si le montant ne dépasse pas 300 000 euros, vous avez une exonération totale d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Donc rien à payer sur votre plus-value. D'accord? Donc c'est hyper intéressant. Si vous êtes dans ce cadre-là, plutôt que de percevoir une IC et avoir à payer, par exemple, vous n'êtes pas du tout dans le cadre d'un départ en retraite, hein, parce que le régime Sarkozy s'applique à des agents qui ne sont pas dans le cadre d'un départ en retraite. Je ne sais pas, moi, vous avez 50 ans, vous voulez cesser votre activité pour faire autre chose. Vous percevez une IC, finalement, bah, vous n'êtes pas dans le cadre d'un départ en retraite, vous ne pouvez pas bénéficier du régime des petites entreprises, vous devez vous retrouver à payer 30% sur votre plus-value. Alors que si finalement vous trouvez un repreneur et que vous êtes à moins de 300 000 euros de montant de cession, vous aurez 0 à payer sur votre plus-value. Donc c'est très intéressant quand même de se poser la question au moment de sa cessation, comment je peux faire pour optimiser ma fiscalité, dans quel cas de figure je suis, est-ce que je peux bénéficier du régime Sarkozy ou non, et dans ces cas-là avoir très peu d'impôts à payer. Donc à moins de 300 000 euros de montant de cession, vous avez une exonération d'IR et de prélèvements sociaux, et si vous êtes entre 300 et 500 000 euros, vous avez une exonération partielle et dégressive. Hein. Plus vous vous rapprochez de 300 000, plus vous avez une exonération totale, plus vous vous rapprochez de 500 000 euros, plus vous allez payer les 30%. C'est-à-dire que vous êtes à 350 000 euros de montant de cession, vous allez payer un quart de l'IR et des prélèvements sociaux. Vous êtes à 400 000, vous allez payer la moitié de l'IR et des prélèvements sociaux, etc., etc. Puis par contre, si votre montant de cession dépasse 500 000 euros, malheureusement, bon, bah là, vous vous retrouvez à payer l'imposition qu'on a évoquée en début de webinaire. Le régime des petites entreprises, je ne vais pas m'attarder, c'est exactement le même fonctionnement qu'en cas d'IC. Vous avez une exonération totale ou partielle de l'IR. Pareil pour les prélèvements sociaux, il faut que vous respectiez les seuils de chiffre d'affaires pour pouvoir en bénéficier. Là-dessus, il n'y a pas de subtilité. Petit exemple comparatif entre un agent qui va percevoir une IC et un agent qui va faire une cession de gré à gré. Donc, c'est un agent entrepreneur individuel en nom propre qui prend sa retraite et qui cède son portefeuille d'une valeur de 350 000 euros. Il l'a acquis pour 250 000, donc il y a une plus-value de 100 000 euros. S'il ne rentre aucun régime d'exonération, même s'il prend sa retraite, peut-être que il ne va pas respecter le cas de figure, malheureusement, où il va avoir un repreneur dans le délai d'1 an, etc. Il va percevoir une IC, mais il aura un repreneur que 2 ans après, parce que la compagnie va le mettre en gestion provisoire. Donc, le portefeuille ne sera pas revendu dans ce fameux délai d'1 an. Il y aura une gestion provisoire au-delà d'1 an. Et donc, malheureusement, cet agent-là va devoir payer 30%. Ou alors, il va faire du gré à gré, mais pour X raison, il ne va pas respecter les conditions. Donc, dans ce cas-là, malheureusement, la plus-value va être soumise à l'impôt
global de 30%, et donc là, on a une imposition de 30 000 euros. Autre cas de figure, l'agent perçoit une IC, mais par contre, il réunit bien toutes les conditions pour bénéficier du régime retraite. Là, dans ce cas-là, il a l'exonération d'hier, pas les 12,8 à payer sur la plus-value. Il a les prélèvements sociaux, les 17,2, et à payer sur la plus-value, et la taxe exceptionnelle qui se calcule sur le montant de l'ICR. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui m'a mis une question en m'indiquant le taux de 0,60 est-il normal? Oui, il est normal. C'est comme ça, hein, on ne les a pas inventés. C'est 2% sur une tranche, ensuite c'est 0,60 et 2,60. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Donc, cet agent-là qui a bénéficié du régime retraite peut donc avoir droit à une exonération d'IR et se retrouver à payer 23 338 euros. Donc, la plus-value plus l'impôt sur la plus-value au titre des prélèvements sociaux plus la taxe exceptionnelle. Vous voyez où il y a quand même une différence de à peu près 7 000 euros entre l'agent qui bénéficie d'un régime d'exonération et un qui ne bénéficie pas du tout de régime d'exonération. Encore une fois, ça vaut peut-être la peine de prendre un peu plus de temps en anticipant pour essayer de faire en sorte d'être sûr que la compagnie va pouvoir céder le portefeuille à un ou plusieurs autres agents dans le délai d'un an. En cas de gré à gré, alors, on va pouvoir appliquer de manière cumulative le régime d'exonération pour départ en retraite, mais également le régime Sarkozy. Pourquoi? Parce qu'on est à 350 000 euros de cession. Donc, à la fois, on est dans le cadre d'un départ en retraite, on a les conditions qui sont réunies, et à la fois, on a un montant de cession qui est compris entre 300 et 500 000 euros. Là, dans ce cas-là, le régime retraite, tout d'abord, vous exonère d'IR, et ensuite, normalement, avec le régime retraite, vous avez les prélèvements sociaux à payer. Mais là, avec le cumul du régime Sarkozy, vous aurez une exonération en plus partielle sur les prélèvements sociaux. Donc, c'est plutôt intéressant. Et là, on tombe carrément à une imposition globale de 4 300 euros. Donc, l'agent qui part en IC, enfin qui perçoit une IC, va payer plus de 23 000 euros d'impôt au global. Et l'agent qui va partir et qui va faire une cession de gré à gré, qui va prendre peut-être un peu son temps et va anticiper pour trouver un ou des repreneurs agréés par la compagnie, va finalement aboutir à une imposition de 4 300 euros. Donc, il aura presque fait une économie de 20 000 euros. Il faut vraiment se poser la question au moment de sa cessation. Les droits d'enregistrement, ça c'est le bémol de quand on fait une cession de gré à gré, le repreneur est censé payer des droits d'enregistrement. Un acte de cession doit être enregistré dans un délai d'1 mois à compter de la signature de l'acte auprès du centre des impôts du repreneur, et le repreneur est censé payer ces droits d'enregistrement-là. Après, vous pouvez trouver un compromis et payer une partie de ces droits d'enregistrement ou même la totalité, peut-être dans ces cas-là pour inciter le repreneur à faire du gré à gré avec vous. Alors vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi? Tout simplement parce que si vous êtes dans le cas de figure où vous avez droit au régime Sarkozy, vous avez un montant de cession qui ne dépasse pas 300 000 euros, vous allez faire un gain qui est beaucoup plus avantageux, et ça vaut peut-être le coup selon le montant des droits d'enregistrement, bien sûr, peut-être de payer les droits d'enregistrement. Ou alors, autre solution, vous diminuez votre montant de cession et donc potentiellement votre plus-value imposable, et vous laissez le repreneur payer les droits d'enregistrement. Bon, après, ça, c'est de la négociation avec votre repreneur concernant les droits d'enregistrement. Ces droits d'enregistrement, c'est un peu l'équivalent de la taxe exceptionnelle. C'est-à-dire qu'en IC, vous allez payer une taxe exceptionnelle, vous, mais en gré à gré, c'est le repreneur, ou vous, éventuellement, si vous négociez. Mais si c'est le repreneur, effectivement, voilà, il a des droits d'enregistrement à payer. C'est un peu l'équivalent de la taxe exceptionnelle, mais les montants sont un petit peu plus élevés. Vous avez des taux jusqu'à 23 000 euros, c'est effectivement, vous n'avez pas de droit à payer, mais ensuite, ça va être 3% ou 5%. Donc là, dans mon exemple, à 350 000 euros, vous avez quand même des droits d'enregistrement à payer de 12 810 euros. D'accord? Alors, notez bien, si vous cédez de gré à gré, faites une cession de gré à gré avec un membre de votre cercle familial ou un salarié de votre agence, mais qui a été en CDI à temps plein depuis plus de 2 ans, cette personne a le droit à un abattement de 300 000 euros. Ce n'est pas le régime Sarkozy, attention. C'est un abattement de 300 000 euros sur l'assiette des droits d'enregistrement. L'assiette des droits d'enregistrement, c'est le montant de cession. On va calculer les droits d'enregistrement sur le montant de cession.
Donc, vous avez, par exemple, là, dans mon exemple, vous avez un montant de cession de 350 000 €. Vous cédez finalement à votre fils. Il va pouvoir bénéficier de cet abattement de 300 000 €. Bon, encore faut-il qu'il prouve au fisc que c'est votre fils, etc. Mais bon, ça, c'est facile. Donc, on prendra 350 moins 300 000. Et donc, ces droits d'enregistrement ne seront plus calculés que sur 50 000 €. Et là, finalement, il va rester très peu à payer en termes de droits d'enregistrement. Il ne faut vraiment pas rater ça quand la personne qui, justement, reprend votre portefeuille se retrouve dans ce cas de figure-là. Bon, notez quand même que les droits d'enregistrement, certes, il faut que le repreneur les paye, mais ça passe quand même dans ses charges, hein. Il peut les déduire au titre de ses charges. Alors, nous allons voir maintenant, donc j'espère que vous avez appréhendé, disons, on va dire mieux compris les différents régimes d'exonération qui existent pour les agents à l'IR, hein, régime retraite, régime des petites entreprises et régime Sarkozy uniquement en cas de gré à gré. Là, on va voir ce qui se passe pour les agents qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc, les différents régimes d'exonération qui existent. Donc, plusieurs cas de figure. Vous êtes un agent à l'IS, que vous soyez en SARL, en EIRL, en EURL, peu importe. À partir du moment où vous êtes à l'IS, vous allez avoir effectivement, je dirais, des impositions particulières avec des régimes plus ou moins avantageux. Si vous n'avez pas de repreneur, vous n'avez pas réussi à trouver un repreneur, la compagnie n'a personne à vous proposer, vous n'avez pas d'autre choix que la compagnie finalement vous verse, alors elle ne vous verse pas directement. Il n'y a pas d'autre choix que la compagnie verse une indemnité compensatrice. Attention, cette indemnité compensatrice n'est pas versée à vous directement. Elle n'arrive pas sur votre compte bancaire, on va dire, personnel, entre guillemets. Elle est versée à la SARL ou à l'EIRL ou à l'EURL. Alors, pour la SARL, je vais y venir. Mais si vous êtes en EIRL ou en EURL, vous cessez votre activité, la compagnie verse une IC, donc c'est sur le compte de l'EIRL ou de l'EURL. D'accord? Donc, cette indemnité compensatrice, elle ne va pas être imposée, ça sera la plus-value qui va en résulter, donc montant de l'IC moins prix d'acquisition du portefeuille ou prix d'apport parce que vous avez peut-être justement, vous êtes peut-être passé à l'IS et donc finalement, vous avez apporté votre portefeuille à l'EIRL ou l'EURL ou la SARL et donc cette plus-value, ça sera le montant de l'IC moins le prix d'apport ou le prix d'acquisition du portefeuille si vous étiez en création de IRL par exemple. Donc cette plus-value-là sera soumise à l'impôt sur les sociétés. D'accord? Et généralement, l'agent va cesser son activité derrière, va vouloir dissoudre le IRL, le URL. Mais en revanche, dans ce cas-là, et c'est ça qui est pas très avantageux, c'est que en cas de dissolution, vous avez ce qu'on appelle un boni de liquidation. Et ce boni de liquidation, c'est assimilé fiscalement à des dividendes. Ces dividendes sont soumis à la flat tax à 30% ou sur option barème de l'IR, mais l'option barème de l'IR, très sincèrement, ce n'est pas avantageux si vous avez un taux marginal d'imposition qui dépasse 30%. Si vous êtes effectivement à 14%, maintenant ça va être 11%, oui, ça peut être intéressant. Mais si vous avez une tranche marginale d'imposition de votre foyer fiscal qui est à au moins 30%, il vaut mieux opter pour la flat tax. Donc, votre plus-value finalement qui va résulter de ce versement d'IC à l'EIRL, à l'EURL, va être tout d'abord imposée à l'IS parce qu'elle va rentrer dans les résultats de l'EIRL. Et ensuite, comme vous allez dissoudre la structure, il faudra ressortir ces sommes parce que vous allez vouloir les appréhender, ce qui est normal. Il faudra justement imposer ce boni de liquidation. Donc, en fait, finalement, la plus-value va être doublement imposée. Donc, c'est assez lourd. C'est pour ça que, on va le voir après, mais il vaudrait mieux essayer de trouver un repreneur pour reprendre votre IRL ou à qui céder les parts sociales de l'EURL ou de la SRL. Ou à minima, éventuellement, de conserver la structure pour faire une autre activité, parce que ça, c'est possible. Voici donc les deux autres cas. La cession du portefeuille par le IRL ou la société agent. Alors, quand on parle de société agent,
c'est la SARL, mais également l'EURL, hein, parce que la société agent, c'est une société de capitaux qui porte le mandat d'agent. Et là, on est dans le cas où vous conservez cette structure pour faire une autre activité et donc finalement, vous n'aurez pas de bonnet de liquidation parce que vous ne la liquidez pas. Donc, on va y venir. Ou autre cas de figure, vous allez céder vos parts sociales de l'EURL ou la SARL où vous allez céder l'EIRL. Alors, la cession du portefeuille par l'EIRL ou la société agent. Finalement, comme vous conservez cette structure pour notre activité, vous n'aurez que l'imposition de la plus-value à l'IS. Donc, la plus-value, finalement, donc, le montant de cession. Donc, vous allez prendre le montant de cession moins prix d'acquisition ou prix d'apport du portefeuille. Cette plus-value-là va être soumise à l'IS. Généralement, il n'y a pas de régime d'exonération, mais attention, le régime Sarkozy peut s'appliquer. Mais il faut vraiment que la structure vende le portefeuille à un autre agent, voire à la compagnie, et que cette structure perdure. Alors, autant vous n'avez pas besoin de l'accord de la compagnie pour faire perdurer une EIRL, mais pour faire perdurer une société agent EURL ou SARL, il vous faudra l'accord de la compagnie. Parce que cette société de capitaux a été créée dans le but d'être agent général. Et donc, si vous voulez continuer une autre activité avec, il faudra absolument l'accord de la compagnie. D'accord? Donc, vous pourrez faire une autre activité. Hein. J'ai mis immobilier, gestion de patrimoine, mais si vous voulez vendre, je ne sais pas moi, l'alimentaire, c'est également tout à fait possible. Hein. Voilà, ça peut être dans le cas d'une reconversion. Et le cas, je dirais, le plus avantageux, c'est justement de pouvoir céder les parts sociales de son EURL ou de sa SARL, dans laquelle on est associé, ou de céder l'EIRL. Quand on parle de cession de l'EIRL, ayez bien en tête qu'il va falloir céder l'actif, mais également le passif. Si vous avez des dettes comme un emprunt, finalement, votre repreneur va reprendre l'intégralité. Donc, trouver un repreneur agréé par la compagnie qui reprenne votre EIRL tel quel, actif-passif, c'est pas forcément facile. On a eu des cas où ça s'est très bien passé, mais pas beaucoup. Et on n'est pas encore dans le cas où il y a énormément de cessions de EIRL. Les agents qui sont en EIRL ne cessent pas encore beaucoup leur activité, mais ça existe, ça se trouve. Les jeunes agents qui souhaitent justement débuter une activité d'agent, souvent se mettent en EIRL. Donc peut-être aller chercher dans ce vivier de jeunes agents auprès de la compagnie ou de son entourage, etc. Mais si vous êtes en EIRL, dites-vous bien qu'il faudra vraiment anticiper et essayer de trouver un agent à qui céder son EIRL tel quel. Mais de même, si vous cédez vos parts sociales, il faudra également anticiper parce que en soi, vous pouvez céder vos parts sociales aux associés de la SARL, mais vous pouvez également céder à des tiers, mais dans ces cas-là, il faudra qu'ils soient agréés par la compagnie. Mais vérifiez bien votre mandat, parce que parfois, quand on veut céder des parts sociales à ses associés aux associés déjà en place, il faut aussi l'accord de la compagnie. Donc, il faut bien vérifier son mandat, enfin le mandat de la société agent, quand on veut cesser son activité dans le cadre d'une SARL ou d'une EURL, pour voir ce qui est indiqué à ce niveau-là. Donc, quand on cède ses parts sociales ou quand on cède son EIRL, la plus-value qui en résulte, c'est une plus-value de cession de valeurs mobilières et droits sociaux. C'est comme ça que ça s'appelle. On n'est plus sur de la plus-value professionnelle, on est sur une plus-value ce qu'on appelle la plus-value des particuliers et sur une plus-value de cession de parts sociales. Cette plus-value de cession de parts sociales, en général, de base, elle est soumise à la flat tax, à 30%. Après, vous avez d'autres cas où vous pouvez opter pour le barème de l'IR, mais pareil. Il faut vraiment être dans des cas bien particuliers et il faut que ça soit intéressant et que votre tranche marginale d'imposition ne dépasse pas 30%. Il y a un autre régime dérogatoire qui peut s'appliquer, c'est pour les cessions de parts sociales ou les cessions de EIRL, c'est le régime des PME de moins de 10 ans. Alors, les PME de moins de 10 ans, ce sont les EIRL créés depuis moins de 10 ans, les SARL créés depuis moins de 10 ans. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est la flat tax qui s'applique ou éventuellement le barème de l'IR avec des abattements pour durée de détention qui vont être plus importants. Mais là, il faut faire une simulation pour être sûr que ça soit intéressant, parce que ce n'est pas toujours le cas, même si on a les abattements pour durée de détention. Et
Alors, attendez. Par contre, il nous reste plus beaucoup de temps, Jennifer. Oui, Je sais qu'il te il nous reste manque, encore un petit peu. oui, mais il nous manque un slide. Bon, je suis désolée, il manque un slide, je le rajouterai. Ceux qui partent à la retraite. Alors, ceux qui partent à la retraite, vous avez droit à un abattement de 500 000 euros sur votre plus-value avant que celle-ci soit justement soumise à l'impôt sur le revenu, donc les 12,8%. Dans la flat tax, vous avez 12,8%. D'accord? Donc, l'abattement de 500 000 euros va s'appliquer sur votre plus-value. Admettons que vous avez une plus-value de 600 000 euros, vous appliquez l'abattement de 500 000, il va rester 100 000 euros taxés à 12,8%. Par contre, les prélèvements sociaux seront à payer en intégralité sur la totalité de la plus-value, donc sur les 600 000. Ce n'est pas j'ai un abattement de 500 000 et ensuite je soumets le reste à la flat tax à 30%. Non, ça sera un abattement de 500 000 uniquement sur la plus-value relative à l'impôt sur le revenu. D'ailleurs, je vous ai mis un petit récapitulatif à ce niveau-là. Alors, là, on a mis un exemple, je vous laisserai regarder ça, mais dans tous les cas, sachez que dans cet exemple, pour un agent qui part à la retraite, même si la SRL est créée depuis moins de 10 ans, c'est quand même plus avantageux pour lui d'utiliser l'abattement fixe de 500 000 euros et pas d'appliquer justement les abattements en cas de PME depuis moins de 10 ans. Et enfin, j'en ai pour 30 secondes. Essayez d'optimiser votre cessation d'activité, la date de départ de votre cessation d'activité au 31 décembre. Pourquoi? Parce que vous avez des cotisations qui sont dues à l'année et d'autres au trimestre et d'autres qui sont remboursées au prorata. La majorité, à partir du moment où vous commencez un trimestre ou une année, sont dues pour le trimestre ou pour l'année. Il n'y a que l'assurance maladie où on va vous rembourser au prorata. Donc, c'est vrai que c'est mieux d'optimiser et de cesser son activité au 31 décembre plutôt que de céder finalement en cours d'année. Voilà. Donc, j'ai mis midi 2. Bon, bah écoutez, normalement, vous avez vu globalement les principaux, on va dire, principaux régimes d'imposition, d'exonération. Bon, c'est même pas les principaux, c'est finalement les seuls, mais il y a toujours des cas un peu particuliers. Donc, si vous ne rentrez pas dans les cases, entre guillemets, que je vous ai évoquées aujourd'hui, n'hésitez pas à nous recontacter par mail pour avoir des informations complémentaires, hein, parce qu'on n'a pas pu malheureusement tout évoquer. Et je laisse la parole à relire. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous de votre attention. Alors, on avait pas mal de questions, mais du coup, on va être obligé de couper parce on a un peu dépassé le temps imparti. En tous les cas, n'hésitez pas parce qu'on a pris note de toutes vos questions. Le support, le replay seront accessibles dans la journée sur notre site et vous seront transmis par mail. Je vois que beaucoup demandent le contact mail. En fait, si vous allez sur le site AGA, dans la partie Contactez-nous, vous avez notre organigramme et vous avez les numéros de téléphone et les emails de Jennifer Bretnacher et Céline Baudusseau, puisqu'il y a Céline aussi qui est en coulisses aujourd'hui. Mais en tous les cas, voilà, vous n'hésitez pas à les recontacter. Et de toute façon, si vous passez par moi, puisque c'est moi qui envoie toutes les invitations, je ne manquerai pas de les leur faire suivre. Donc, en tous les cas, merci Jennifer, merci Céline et merci Aurélie qui ont répondu à vos questions. Il y en avait beaucoup. Alors, si vous n'avez pas eu les réponses, on s'en excuse. Sachez en tous les cas qu'on prend beaucoup de plaisir à vous retrouver toutes les semaines. Que la semaine prochaine, on fera une session un peu particulière sur les mesures sociales et les mesures fiscales liées à la crise sanitaire. Donc, je vous invite à vous inscrire. Je n'ai pas encore envoyé l'invitation, mais ça ne serait tardé. Et en tous les cas, on vous dit à très vite. Portez-vous bien et à très bientôt.